et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement, une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel, grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, bienvenue pour cette deuxième partie autour de notre série sur l'endométriose. J'espère que la première partie t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il y avait déjà des choses que tu connaissais déjà. En tout cas, je te remercie également de ton partage, de ton écoute, car c'est vraiment ensemble qu'on peut faire bouger les choses. Alors dans cette deuxième partie, on va découvrir ensemble mon histoire, mon expérience, mon parcours de mes premières menstruation jusqu'au déclenchement de la maladie et jusqu'à aujourd'hui. Enfin, la troisième partie, donc qui sera la semaine prochaine, tu auras un peu plus de tout ce que j'ai mis en place en fait sur mon hygiène de vie, ok, pour continuer à séparer un petit peu, même si risque de l'aborder un petit peu dans cet épisode, mais je n'irai pas en profondeur. Alors, on va commencer tranquillement. J'avais déjà parlé de mes menstruations dans l'épisode 6, qui est un épisode sur le cycle menstruel où là j'aborde la phase de la sorcière. Alors, peut-être que parmi ceux qui me découvrent aujourd'hui, là, en écoutant cet épisode autour de l'endométriose, tu dois te demander, bon, bah, qu'est-ce que c'est ce truc-là de la phase de la sorcière. Alors, pour que tu puisses un petit peu comprendre, dans ton cycle menstruel, en gros, on va avoir 4 archétypes, en gros, c'est 4 énergies. C'est même comment est découpé au final ton cycle, même sur une manière beaucoup plus, on va dire, scientifique de qu'est-ce qui se passe, à quel moment je suis dans l'ovulation, la préovulation, etc., jusqu'à mes menstruations. Et donc en gros, la phase de la sorcière, c'est la phase de tes menstruations. Ça te permet aussi de comprendre l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce moment dans ton cycle menstruel. Bref, et dans cet épisode, je t'avais déjà parlé un petit peu des menstruations. C'est un épisode aussi que je t'invite à écouter parce que ça peut te permettre aussi de mieux comprendre encore une fois qu'est-ce qui se passe dans le corps, de mieux comprendre dans ton énergie et aussi d'aborder même l'endométriose et tes menstruations d'une manière aussi différente. Donc c'est un épisode qui est assez riche aussi d'informations. Comme d'habitude, je te mettrai les notes dans le descriptif de l'épisode. J'ai eu mes premières menstruations, donc je les ai eues à peu près vers l'âge de 11 ans. Ça a été quelque chose que j'ai pas très très bien vécu pour tout te dire, et ça je l'avais dit hein, dans l'épisode 6. Déjà parce que bon, bah, j'étais quand même jeune, hein, j'étais qu'une enfant, même si on rentre dans la préadolescence, on va dire. Et pour moi, ça a été difficile aussi, même de me dire, bah déjà, j'ai déjà mes règles. Ça veut dire que bah voilà, je rentre dans la jeune femme, quoi, tout simplement. Même si à 11 ans, on n'est qu'une enfant. Donc ça a été dur pour moi, même si bah, ma mère, ma grand-mère, elles ont plutôt bien accueilli en me disant que bah, c'était super, que bah voilà, je deviens une femme. Donc j'ai pas gardé un bon souvenir. En plus, comme je disais dans l'épisode 6, c'est que c'était une période, déjà c'était l'été, je me souviens, on était partis en vacances avec donc ma mère, ma grand-mère, ma sœur, et dans la voiture, bah, en fait, on s'est arrêté, il me semble, un moment sur la route parce qu'on était partis voir une amie, et en fait, je me suis retrouvée tachée. Et alors en plus, j'étais habillée tout en blanc, et moi, ça m'a un peu, ouais, un peu choquée, un peu traumatisée, je pense, parce que je m'y attendais pas en fait. Donc ça a laissé une petite marque, je pense, dans la manière, de voir aussi, mes menstruations, même si aujourd'hui, ça a complètement changé. Mais sur le moment, ça a été une petite période, assez difficile.
Et j'ai pas eu mal en fait, directement, à mon ventre. Je me souviens, j'avais pas eu forcément très, très, très mal au ventre. C'est vraiment venu, au fur et à mesure que j'ai eu mes, menstruations, c'est devenu quelque chose, de plus en plus, douloureux, de plus en plus, gênant et même, handicapant. Donc c'est déjà arrivé que, des fois je ne puisse pas aller à l'école parce que, bah, en fait j'avais, tellement mal au ventre que je ne pouvais tout simplement pas, sortir, de mon lit. Et, donc ma mère à l'époque me donnait aussi bah, des anti-inflammatoires qui me soulageaient, on va dire. Je prenais mon anti-inflammatoire et ça me soulageait. Ça a été aussi difficile parce que pour moi, même dans ma période de collège, alors plus 4e, 3e, où bah, j'avais changé de classe et j'avais eu dans le sport, voilà, mon prof d'EPS de l'époque qui était un homme, et donc ça aussi j'en parle dans l'épisode 6 et qui avait été vraiment exécrable, au fur et à mesure, de l'année, au point où, je pouvais plus me le voir, parce qu'en fait, il ne comprenait pas le fait que je ne fasse pas de sport, quand, j'étais, des fois dans mes menstruations où pour moi c'était trop douloureux, ou que je n'aille pas à la piscine ou voilà. Et pour lui, en fait, je faisais exprès, je manquais de volonté, que c'était du n'importe quoi, que juste parce que j'ai mes menstruations, je ne puisse pas faire de sport. Et ça aussi, ça a rajouté quelque part une certaine souffrance parce que je n'étais pas comprise, pas entendue, dans le sens où souvent on a ce sentiment quand on est adolescent de la part d'un adulte qu'on est qu'on manque de motivation, qu'on est un peu des flemmards, qu'on fait nos crises d'adolescence. Enfin, vraiment, moi, c'est un truc qui m'insupporte, et ça, je l'avais déjà dit aussi, c'est que pour moi, il n'y a pas de crise d'adolescence, comme il n'y a pas de crise de la quarantaine. Pour moi, il y a juste souffrance émotionnelle, souffrance d'un passé, peut-être souffrance vraiment traumatique, qui fait que oui, dans ces moments de notre vie à l'adolescence où c'est un grand chamboulement hormonal, chamboulement parce que bah, notre corps change, il y a aussi cette pression aussi de la société, dans le sens où bah, on n'est même pas encore adulte, qu'on te demande déjà qu'est-ce que tu as envie de faire, même en étant enfant on te le demande déjà. Et, et aussi le fait de vouloir être accepté. Donc moi je l'ai très très mal vécu et ça a été très difficile, hein, donc par rapport aussi à ces menstruations qui m'ont rajouté en fait un poids supplémentaire alors que je n'avais pas encore de l'endométriose. Et donc en fait j'ai continué un petit peu avoir ces petites douleurs-là. Et puis un jour, ma mère donc m'amène chez la gynécologue et donc elle me prescrit la pilule. Ok. Donc je vais prendre Diane 35 donc pendant environ 7 ans. Ok. Donc Diane 35 c'était vraiment la pilule la plus dosée, on va dire, enfin pilule de quatrième génération, donc assez forte, très forte même, qu'on normalement ne prescrit plus, hein, à l'heure actuelle, peut-être dans des rares cas. Mais on l'a donnée aussi parce que c'était pas seulement aussi pour les douleurs, c'était aussi par rapport à l'acné. Et moi, c'est vrai que j'avais eu aussi de l'acné étant adolescente, alors pas une acné sévère, mais j'avais quand même une acné. Donc c'était déjà le signe aussi d'un dérèglement hormonal. Et donc du coup, j'ai pris cette pilule Diane 35 pendant à peu près 7 ans. Alors il faut savoir, et ça j'en avais parlé aussi dans l'épisode 6, c'est que à la suite de Diane 35, hein, donc que j'ai pris quand j'avais 1 an après mes règles, donc quand j'avais 12 ans. Et comme je disais, c'était vraiment par rapport à ces règles douloureuses, par rapport à cette acné, et non pas par rapport à avoir le fait d'avoir des rapports sexuels.
Et du coup, 1 an après, j'ai fait une grosse, dépression, sévère avec, plusieurs, tentatives, de suicide et j'avais été également, hospitalisée. Je pense qu'il y avait non seulement de la souffrance émotionnelle, alors c'était à une autre période, j'en reparlerai peut-être de ce sujet-là dans un épisode, même si c'est quelque chose de très, très intime, mais je pense ça fait un moment que j'y pense où, il peut être important aussi, d'en parler. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais aussi parce que, l'endométriose peut nous plonger, dans de la dépression et donc moi ça avait été, encore une fois difficile. Donc non seulement j'avais, ces douleurs et j'étais aussi dans une grosse, dépression dont j'ai mis à peu près presque 2 ans, pour m'en sortir. Et c'est pas pour autant que j'avais arrêté, Diane 35, hein. Après à cet âge-là, je veux dire, on n'est pas du tout, dans de la conscience, en général, on écoute, aussi, notre entourage et en fonction de l'éducation qu'on a eue, bah, on va être peut-être plus ou moins porté vers quelque chose de très, terre à terre, très, on va dire, cartésien, scientifique et cetera. Donc en général, quand on a mal, ben, on va voir le médecin et puis basta et c'est exactement ce que, ma mère avait fait en m'amenant chez, la gynécologue. Je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai marqué un petit peu les dates, pour pas pour pas trop, me perdre par rapport à ça. Et donc je continue tout ça jusqu'en, 2012 où en fait, donc j'avais pas forcément, des gros problèmes, hein, de douleurs ou autre quand j'étais, hein, sous pilule, alors j'avais toujours mal, hein, la pilule que je prenais, elle m'a pas enlevé les douleurs, mais quand je prenais un anti-inflammatoire et donc à l'époque je prenais un Antadys, qui est un peu plus fort que, l'ibuprofène et du coup, moi je prenais ça et ça passait. J'avais pas, voilà. Je prenais mon Antadys, j'en prenais un peut-être un ou 2, 3 maximum, en fonction de la durée de mes règles. À l'époque, mes règles duraient au tout début à peu près, 5 jours, voilà et je suis ensuite partie en Angleterre, donc c'était en 2012 et du coup, donc j'avais 2012, j'avais, 20 à peu près, il me semble. Donc en 2012, je pars, et c'est là que j'arrête, la pilule. Parce qu'en fait, j'ai pris Diane 35 pendant, 7 ans, mais entre-temps, j'avais aussi, changé de pilule où j'avais eu une pilule un peu moins dosée et j'avais aussi une pilule en continu. Enfin voilà, j'avais pas pris que Diane 35 pendant toutes ces années. Et donc quand je vais en Angleterre, je fais déjà un premier arrêt de cette pilule, tout simplement parce que déjà j'avais une séparation avec mon copain de l'époque et je m'étais dit comme ça bon bah peut-être que voilà j'ai plus personne et peut-être que ça me ferait du bien de Heu, faire une petite pause, peut-être pour mon corps parce que je me disais: «Ouais, bon, c'est peut-être pas quand même quelque chose qui n'est pas forcément bien pour mon corps, ça reste quand même des hormones». Enfin voilà, je fais une pause et une pause qui m'a amené, beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse perte de cheveux, l'acné aussi qui était revenu et j'ai eu une poitrine mais douloureuse, mais oh là là, mais douloureuse, mais je pense pendant plus de 1 mois, enfin c'était vraiment infernal et j'étais, donc j'avais un peu le moral un peu bas parce que j'étais là: «Non mais, c'est pas possible, j'arrête la pilule et regarde tout ce qui se passe». Enfin c'est, moi je pensais que j'allais arrêter et que voilà, mais en fait non, pas du tout. Et en fait, quand je suis allée en Angleterre, donc à cette époque-là, j'avais arrêté le sport, ça faisait presque à peu près 5 ans que je faisais pas grand-chose en dehors, des cours qu'on avait, bon bah, à l'école. Enfin, je te dis ça, mais j'avais quand je suis passée, quand j'ai fait mes études d'esthétique, il y avait pas forcément de sport. Donc j'avais arrêté parce que j'avais eu une blessure et je n'avais pas forcément repris. Et en fait, en Angleterre, je me remets à faire du sport et je commence
à m'intéresser aussi, à l'alimentation. Donc en premier parce que voilà, je faisais du fitness, du renfo, musculaire, de la muscu. Je m'intéresse un peu à l'alimentation, j'ai des petites choses comme ça et puis, alors il faut savoir qu'en Angleterre, c'était à l'époque un pays, le pays d'Europe, le premier pays d'Europe où, il y avait énormément de, végétariens. Donc je commence un petit peu à m'intéresser aussi à l'alimentation, végétarienne, voilà. Même si, j'étais dans une famille d'accueil quand j'étais en Angleterre et que je faisais pas forcément mes repas parce que c'était, hem la dame du foyer qui s'occupait de faire le repas. Mais je m'y intéressais, je commençais à prendre conscience, je lisais des petites choses sur la pilule quand même, parce qu'en fait, même s'il se passait tous ces déséquilibres hormonaux, je savais que j'avais pas forcément envie de reprendre cette pilule, parce que je m'étais dit, ouais, je reprends la pilule, et puis regarde, le jour où je vais arrêter, bon, en fait, je vais encore avoir des problèmes, et c'est pas normal, en fait, pour moi. Et à l'issue donc de l'Angleterre, je rentre en France. Je retourne donc chez mes parents, dans le sud-ouest et en fait je commence un job. Donc je commence un job, un petit boulot comme ça où, juste l'été, un petit CDD de 2 mois, où je travaille dans une station-service sur, une aire d'autoroute. En fait, finalement, je reste un peu plus longtemps dans ce poste, enfin bref, je reste plus longtemps et du coup, je commence à avoir des douleurs. Je commence à avoir des douleurs en fait à l'aine droite, vraiment au niveau inguinal. Et j'ai toujours bon bah un peu mal au ventre, mais je prends mon Atadis, ça passe. Et je commence à avoir ces douleurs et puis bah je comprends pas. Et au début c'était pas quelque chose qui était régulier, récurrent. C'est-à-dire qu'en fait j'avais mal de temps en temps, ça partait et ça revenait. Jusqu'au jour où en fait ça s'est limite installé. C'était vraiment devenu chronique. Et en fait au début, au début, c'était vraiment, quand j'y pense, j'avais mal en fait pendant 3 semaines. Donc 3 semaines j'avais mal. Et en fait j'avais mal à l'aine au niveau de côté droit inguinal. J'avais mal dans le devant de ma cuisse droite. Et j'avais mal aussi vraiment dans le bas du dos et ça remontait vraiment jusqu'à mes lombaires. Et je commençais à avoir même des petites difficultés pour marcher, des difficultés pour me tenir droite, enfin d'avoir une bonne posture. Et donc j'avais mal pendant 3 semaines de cette douleur et j'avais à peu près une semaine même pas de répit. Et puis bah, en fait, j'avais à nouveau mes règles et j'avais encore à nouveau mal. Donc j'avais mal du ventre de mes règles et ensuite j'avais mal bah, après mes règles pendant presque 3 semaines. Et donc c'était vraiment mais infernal. Et au fur et à mesure, je ne pouvais même plus des fois éternuer. Non mais pour te dire, mais c'était... Non mais... oh, je ne pouvais plus éternuer. L'éternuement, c'est hyper violent pour ton corps. C'est-à-dire que quand tu éternues, t'as tout ton corps en fait qui se contracte. Et moi, je ne pouvais pas éternuer, en fait. Enfin, j'éternuais, mais je me retenais de ne pas... des fois, quand on éternue, on va se pencher en avant. Euh, et en fait, je ne pouvais pas. Donc, j'étais limite hyper crispée pour pas que je me penche vers l'avant, parce qu'en fait, quand j'éternuais, j'avais comme un coup de poignard à l'aine droite, et c'était insupportable. Donc c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui où je fais attention de la manière dont je vais éternuer. J'ai trouvé une petite technique d'éternuement pour éviter de me faire mal. Mais bref. Et du coup, je me dis, bon, je vais voir mon médecin généraliste et je me dis, bon, mais il y a un problème. Enfin, c'est pas possible, quoi. J'ai dû me faire mal, je comprends pas. Et c'est vrai que dans le job que je faisais, bah, on avait de la manutention. En plus, du coup, je me disais, bon, bah, j'ai dû me faire mal en réceptionnant un carton. euh, et puis voilà, parce qu'en fait, je commençais un peu à sentir un petit peu quelque chose dans mon aine droite. Je me dis, bon, c'est bizarre quand même. Et du coup, je vais voir mon médecin généraliste. Et puis bon, lui, il me dit, j'ai une pubalgie. Il me prescrit des séances de kiné. Mais moi, je dis, bon, c'est des séances de kiné, une pubalgie, j'ai une inflammation, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mes intuitions me disent, non, c'est pas ça, quoi. Du coup, je vais pas faire, en fait, ces séances de kiné. Je vais pas faire ces séances de kiné et je laisse le temps passer. Et entre-temps, donc, je pars aussi, je quitte ce job et je pars m'installer à Bordeaux.
Donc je me dis, bon, bah, peut-être qu'à Bordeaux, je pense que j'aurai un peu plus de, de médecins, on va dire, de professionnels pour aller essayer de trouver un petit peu ce problème-là. Avant d'aller à Bordeaux, donc ça c'est juste aussi pour comprendre un peu le cheminement, j'avais fait un petit soin, mais j'étais allée voir un magnétiseur. Donc c'était la première fois que je faisais un soin énergétique. Et donc je lui parle un petit peu de ce problème, voilà, il me fait le soin, et on discute comme ça. Et du coup, ça me fait quand même du bien. Et en fait, il m'offre un livre aussi, un livre de Lise. Alors, je sais pas si c'est Lise. Alors, c'est peut-être pas Lise Bourbeau, c'était Louise Hay. Voilà. À chaque fois, les deux, je les confonds. Sur la pensée positive. En fait, le lien entre la pensée et l'impact que ça a aussi sur notre corps, notre bien-être physique, mental, émotionnel. Et donc, je prends ce livre et c'est celui qui m'a tiré. En fait, il m'avait mis deux livres. Il me dit, ah bah choisis quel livre. Et donc je le prends celui-là et je le lis et je me dis ouais c'est intéressant quand même. Enfin il y a un truc tu vois entre bah, l'impact de la pensée, de ce qui se passe à l'intérieur de nous sur le corps, peut-être la maladie. Et donc ça a vraiment été la première, on peut dire la petite graine qui a été plantée dans mon esprit. Je me dis ouais c'est cool ce livre, voilà. Et puis je laisse. Et donc je pars aussi ensuite à Bordeaux, donc pour faire ma formation de maquillage à l'époque. Et en étant à Bordeaux, donc je vais voir des professionnels, je vais voir un kiné. Et j'avais déjà une boule, donc j'avais une boule qui était sortie entre-temps. Et je vais voir un kiné, et puis il me dit, ah, on dirait une hernie inguinale, voilà, il faudrait peut-être aller consulter plusieurs médecins pour aller faire des examens un petit peu plus poussés. Et donc j'ai été allée voir également, j'avais trouvé un autre médecin généraliste, donc une femme, pour aller la voir justement pour lui dire, bon bah voilà, je suis allée voir le kiné, il y a cette boule, tout le monde pouvait toucher cette boule, euh, je comprends pas trop qu'est-ce que c'est, et puis je lui explique, bah voilà, que quand j'ai mes menstruations, quand j'éternue, ça me fait mal, donc là elle me regarde avec des yeux, alors elle a mal pendant ses règles, elle éternue quand elle a ses menstruations, enfin elle est un petit peu, il y a un petit souci non dans cette jeune fille, non il se passe un petit truc, hein, je comprends pas trop le lien. Donc j'étais un petit peu le cas rare quoi. Elle ne comprenait pas du tout ce lien. Et du coup, elle me dit, bon, bon, hernie, ouais, bon, pas trop, écoutez, bon, voilà. Mais j'insiste, voilà, j'insiste, et je veux faire des examens. Donc je fais les examens, je fais tous les examens, écho, scanner, IRM, et on a tous vu qu'il y avait effectivement une boule, vu qu'elle était aussi palpable. Donc là, je pouvais pas l'inventer, entre guillemets. Et du coup, je vais voir un gynécologue obstétricien, euh, donc chirurgien également, à Bordeaux, on fait, voilà, il me fait un examen, et puis il touche donc cette boule, et puis il me dit, bon bah, écoutez, on dirait une hernie, mais on va aller quand même, quand il a fait le toucher vaginal, il me dit, bon, je sens pas trop de, voilà, quelque chose, un nodule ou autre. Mais il me dit, on va faire une célioscopie. On va faire une célioscopie, on va aller voir ce qui se passe et on va voir s'il y a de l'endométriose. Et ensuite, il m'envoie aller voir un autre de ses collègues, qui un gastro-entérologue, il me semble, parce que en fait la boule, bon bah il y a plein de viscères, il y a plein de choses qui passent, et du coup il me dit, voilà, faut aller voir un autre médecin pour aller voir cette boule, et lui il pourra l'enlever. Donc je vais voir ce médecin, voilà, et à chaque fois je leur explique, hein, donc le même problème, que j'ai mal pendant mes menstruations, que je peux pas éternuer, que les anti-inflammatoires maintenant ne me font plus d'effet. Donc ça, c'était hyper important, c'est-à-dire que je n'avais plus du tout d'effet, même quand je prenais des Antadis. Ok. Et ça, je l'expliquerai pourquoi les anti-inflammatoires ne font plus trop d'effet sur l'inflammation dans l'autre épisode, comme ça ce sera plus simple. Et donc je leur explique tout ça, je leur explique que voilà, il n'y a rien qui me soulage.
Et ils comprennent pas. Voilà, je suis un cas rare. On comprend pas le lien entre vos cycles menstruels, le lien entre vos douleurs, le lien entre cette boule. Enfin, vraiment, j'étais le cas à part, quoi. C'est la première fois, honnêtement, qu'ils voyaient ça. Mais ils me disent, on va quand même aller voir cette boule. Donc, on prévoit l'opération. En fait, on prévoit l'opération l'été 2014, il me semble, donc la veille, 2 mois, on va dire, avant que je commence ma formation de maquillage, parce que je voulais faire cette opération avant, vu qu'il y avait quand même un mois, j'avais un mois de convalescence après ma stélioscopie. On programme l'opération. Donc c'était la première, je crois qu'elle a eu lieu au mois de peut-être fin juin ou juillet, j'ai plus trop de souvenirs là-dessus, je sais juste que c'était pendant l'été. On prévoit l'opération. J'étais assez stressée malgré tout, hein, parce que c'était anesthésie générale, même si l'intervention ne durait pas longtemps, c'était pas non plus une grosse intervention, hein, là, sur une célioscopie. Mais voilà, j'étais un peu stressée. J'aime pas forcément ça. Et donc je me fais opérer et donc je me réveille, un peu vraiment j'étais en panique. J'étais en panique, vraiment lors du réveil. Enfin vraiment l'anesthésie, c'était pas cool, quoi. Et donc on me rassure, enfin voilà, je suis dans la salle de réveil et hem et donc après on m'amène dans la chambre, et je me sens toujours pas très, très bien et donc j'ai l'infirmière qui vient et puis, elle me dit: «Ah bon, bah, c'était pas, si grave que ça» et puis, bah, je suis là, c'est pas si grave que ça, OK, bon, bah, je suis mitigée entre le soulagement ou autre, mais je dois attendre le médecin. Et en fait, finalement, je reste, une nuit à l'hôpital. Normalement, c'était en ambulatoire. Parce que, en fait, j'ai vraiment une toute petite tension. Je vis mal, l'événement, je vis mal ce que me dit l'infirmière et puis je vis mal surtout le médecin qui vient me voir, pour savoir comment je vais. Donc il me dit, «Bah, en fait, on a fait la célioscopie, on est allé voir, alors bon, bah, voilà, il y avait pas d'endométriose, il y avait juste un petit kyste, mais voilà, il y avait pas rien grand-chose à signaler», donc j'étais soulagée. Et puis il me dit, «Mais on n'a pas pu en fait, enlever la boule». Et je lui dis: «Bah, comment ça on n'a pas enlevé la boule?» Et il me dit: «Bah, en fait, bah, elle était plus là». Je dis: «Non mais je dis: «Quoi? Elle était plus là?» Enfin, je veux dire, il me dit: «Mais oui, en fait, elle était plus là alors on l'a tous palpée, on l'a tous vue sur les examens, mais bah, voilà, elle a disparu». Et j'étais là, mais je suis restée un peu en état de choc. Je comprenais pas. J'étais là: «Bon, bah, attends». Quelque part, je me disais: «Bah, elle est partie, OK, cool». Et en même temps, j'étais là: «Mais enfin, il y a un truc qui est pas normal, là». Donc en gros, on m'a ouvert, il y a rien et puis bon, bah, en fait, maintenant on me dit qu'il y avait pas de boule. Donc on n'a pas ouvert pour aller voir, non plus cette boule. Et donc moi je suis donc voilà un peu en état de choc et donc finalement je fais vraiment j'ai une tension, mais je crois que je devais avoir, 6 de tension, même pas. Et donc c'est pour ça que je reste une nuit supplémentaire. Et donc bon, bah, je dis: «OK», j'ai pleuré, hein, quand il m'a bien annoncé ça parce qu'en fait, je me suis dit, «Putain, ça fait plus de presque 2 ans que je souffre» et en fait, je suis allée voir plein de médecins. Donc déjà, on me dit: «Ah, bah, je suis un peu le cas rare, on comprend pas pourquoi j'ai ça» et en fait, là, j'étais là: «Mais bah, qu'est-ce qu'ils vont dire, en fait, les gens?» Tu vois? C'est un peu genre, est-ce que c'est pas dans sa tête? Voilà. Donc j'étais vraiment, pas très bien. Et en fait, j'ai un mois de convalescence. Un mois après, en fait, j'ai à nouveau ces douleurs qui reviennent et je me dis: «Mais attends, mais c'est pas possible» et j'ai à nouveau cette boule qui revient et là, je me dis: «Mais putain, mais la puissance du mental!» Je sais pas si tu te rends compte? J'ai une boule, tout le monde touche cette boule, on voit tout ce truc sur euh, les rendus d'examen, mais vraiment on voit tous, il y a une boule, il y a une inflammation, il y a un truc, je me fais opérer, et là il y a rien, quand on te touche, il y a rien, mais tu te dis, mais what the fuck, quoi, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, et tu te dis, mais en fait, le mental est putain de puissant,
Et je pense que il y a un truc qui s'est passé dans mon inconscient qui a dit: «Non, je sais pas, en protection, non, 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 ma belle, tu vas pas t'en sortir comme ça, on va un peu, endormir le truc, quoi». Et en fait, ça revient. Donc je me dis: «Mais non, mais là, c'est pas normal, j'ai un truc». Je retourne voir les médecins, je retourne voir, voilà, donc je redis: «Bah, je comprends pas, la boule, elle est revenue, j'ai mal». Je te dis ça parce qu'en fait, j'étais tellement agacée de toute cette situation parce que tu es dans l'incompréhension, du corps médical et en même temps, tu as l'impression qu'on te prend pour une folle. Moi, j'avais vraiment ce sentiment-là, qu'on me croyait pas, en fait, que c'était dans ma tête. Et du coup, donc on m'opère, voilà. Donc là, je retourne pas voir, hein, le gynécologue, je vais voir, le gastro-entérologue directement. Et donc, il me dit: «OK, bon, on refait une cystoscopie», il m'opère, voilà. Et là, j'ai mieux vécu, en tout cas, l'opération, l'anesthésie, donc j'ai pas fait une nuit de plus, je suis directement sortie en ambulatoire et le médecin, quand il est venu me voir, il me dit: «Bon, bah, voilà, j'ai enlevé une petite hernie qui faisait à peu près la taille d'une pièce, de 2 euros. Ils ont mis un filet, pour éviter, que ça revienne. Et il me dit: «Mais par contre, voilà, je suis pas sûre que ça solutionne, vos problèmes, de douleur». Et donc je dis: «OK, bon, bah, très bien». Bon, déjà, j'étais quelque part un petit peu soulagée parce que je me dis: «Bon, bah, là, j'ai pas inventé, en gros, il y avait bien cette petite boule, donc voilà». Et on me l'enlève, donc j'étais un petit peu plus, soulagée. Et donc j'ai à nouveau un mois de convalescence et et en fait, un mois après, j'ai re-mal. Un mois après, j'ai re-mal. Et là, je me dis: «Non, mais c'est pas possible». Je me dis: «Je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas». Et là, j'ai une grande détresse quand même. Parce que, déjà, donc quand tout a commencé, quand j'avais ces douleurs, mais j'étais dans le début, en fait, de plonger dans des abysses, mais de l'enfer, quoi. J'étais dans un truc, invivable, insupportable. Et le pire, c'est que, bah, tu aussi l'incompréhension de ton entourage qui te voit souffrir et qui sait pas quoi faire pour t'aider, tout simplement. Et je me dis: «J'ai mal, je comprends pas» et j'y retourne pas. Je vais pas revoir le médecin. Je me dis: «On va me prendre pour une folle. On va me prendre pour une folle». Je me fais opérer, donc déjà, bon, bah, tu te fais, charcuter, le corps, donc tu crées quand même, des cicatrices, des choses. En plus, j'avais très mal cicatrisé, donc lors de la deuxième celluloscopie qui m'ont laissé des cicatrices, assez moches. Alors maintenant, je les accepte et elles ont quand même diminué, mais voilà, j'avais cicatrisé trop vite et donc j'avais eu, vraiment des cicatrices qui étaient pas jolies. Et du coup, j'y vais pas, enfin je continue à rester dans ma douleur, dans ma souffrance. Et en fait, je vais voir une, gynécologue. Donc je vais voir la gynécologue de ma sœur qui était, très gentille, qui était aussi, médecin généraliste et en même temps, gynécologue obstétricienne. Mais elle faisait plus, d'accouchement, voilà. Elle avait son petit cabinet, elle faisait des consultations en médecine et après elle avait la partie où, gynécologue, et elle accompagnait quand même, certaines femmes, en tout cas sur, voilà, les règles, la menstruation, la grossesse, et cetera. Et donc je vais la voir parce que je la trouvais vraiment, plus à l'écoute et plus douce que la gynécologue, de ma mère. Parce qu'avant tout ça, donc quand j'étais à Pau, hein, ça j'ai oublié de le mentionner, mais j'étais allée voir déjà la gynécologue de ma mère et qui me disait: «Ah mais que c'était rien, voilà, allez prendre l'Antadis». Elle m'avait fait une échographie un peu interne en me disant: «Mais il y a rien», enfin voilà, elle m'avait palpé, «Il y a rien», et donc je suis désolée mais je pouvais pas me la voir cette gynécologue, je la trouvais vraiment pas du tout, douce, ni, dans l'empathie ou la compassion. En plus, déjà, je la trouvais brusque. Donc moi, j'avais eu quand même une petite, pour aujourd'hui, qu'on pourrait dire des violences, gynécologiques, hein, voilà, quand tu dois te faire le frottis et qu'elle te met, le petit, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, le nom, donc je vais pas le dire parce que j'ai un nom là sous la tête, mais si je le dis et que c'est pas ça, donc voilà, je vais pas le dire, et qu'elle te le met en métallique, pour, ouvrir la voie, pour faire ton frottis, et qu'elle te fait saigner, voilà, et qu'elle te dit: «Ah bah dis donc, tu comme ta mère, hein, tu fragile».
Heu, toi, tu là, t'as même pas, de 13 ans et qu'on te dit ça et que voilà souffrance. Alors que, moi j'ai jamais été à l'aise lors pour faire cet examen où, tu limite à poil parce qu'on doit te palper aussi, la poitrine, pour, tout vérifier, que t'es allongé, t'es là, les jambes écartées et que tu jamais même à mettre: «Où est-ce que vous co comment je dois mettre mes pieds?» Sur les étriers, dans les étriers et que t'es pas vraiment mais c'est horrible quand t'es jeune. Moi je trouve ça et donc, si en plus de ça, t'as une gynécologue qui est, pas du tout dans la douceur et dans, la compréhension, mais c'est traumatisant. Ça reste encore une fois des événements qui sont traumatisants pour le corps et pour toute ta sphère en fait, gynécologique et même ta sphère féminine, quoi. Et donc, bref, donc ça c'était par rapport à ça et donc j'étais contente quand même de trouver la gynécologue de ma sœur. En fait, on discute, on parle. Elle me dit: «C'est quoi tes antécédents?» Elle me demande en montant le dossier quels sont mes antécédents. Et donc, bah, je lui dis, bah, voilà, que j'ai eu mes règles très tôt, qu'après j'avais pris Diane 35 et que, 1 an après, j'ai fait une grosse, dépression et donc là, elle me fait déjà un 1er point. Elle me dit: «Bah, tu vois déjà, il y a quelque chose qui est pas normal». Elle me dit: «Tu pris Diane 35, pilule, 4e génération, je rappelle, fortement dosée, hein». Et elle me dit: «Et 1 an après, t'as fait une dépression. Dépression sévère, hein». Et là, elle me dit, donc déjà, bah, en fait, le corps, il était, si tu veux donc j'étais en c'est comme si mon corps, il n'avait pas, eu aussi le temps de faire sa puberté. En gros, quand j'ai fait déjà, ma dépression, donc j'étais déjà dans un dérèglement hormonal et on me rajoute des hormones, OK? D'où la dépression, hein. Dans les risques, quand tu lis, hein, la notice de ta pilule, tu as aussi, hein, dépression, perte de libido, anxiété, enfin vraiment tous les trucs, bien costauds et donc déjà on fait le lien par rapport à ça et puis après elle me dit que, peut-être que ces douleurs, voilà, donc c'est mon corps en fait que là donc moi quand j'étais allée voir à l'époque, j'avais à peu près 22 ans et elle me dit, que c'est ton corps en fait, qui, comme si en fait j'avais moi la petite Jennifer de 22 ans, donc quand tu m'envoies j'ai 22 ans, mais à l'intérieur que j'avais toujours 12 ans en fait. J'avais toujours un peu 10 ans de moins et que mon corps en fait il était en train de faire, sa puberté et que, bah, il était un peu en train de ressortir tout ce qui se passait à travers ma puberté, toute l'ébullition de ces hormones et qu'il faisait à travers ses douleurs. Donc je me dis: «Bah ouais, c'est intéressant quand même, son point de vue, il y a un truc qui se passe» et puis après elle me demande, elle me parle de beaucoup de ma maman. Elle me dit: «Et ta maman, heu, est-ce que comment elle a vécu sa grossesse?» Donc moi je lui dis: «Bon bah, je sais que maman voilà, elle était malade, que ça soit ma sœur ou moi, elle a été malade pendant ses 2 grossesses. Elle a pas très, très bien vécu». Et puis elle me dit, le lien, voilà, elle me demande le lien que j'ai avec ma maman et je lui dis: «Bon, bah, c'est un peu, c'est très compliqué, quand j'étais adolescente, il y avait un grand rapport de force avec ma mère, où c'était vraiment très, très tendu», voilà. Et heu et du coup, je lui dis: «Bon, bah, on n'a pas trop de lien», ce qui était vrai. On n'avait pas de lien, voilà. Et elle me dit voilà, elle me parle aussi, de peut-être la grossesse de ma maman. Elle me demande si j'étais désirée et donc je lui dis: «Bah, je sais pas en fait, je sais pas». C'est vrai que, je sais pas si ma mère elle voulait un deuxième enfant, heu et donc il y a un peu tout ça qui se passe, tu vois? Donc un peu ce truc dans in utero quoi, dans la naissance, dans bien avant la naissance, dans le ventre. Et du coup, ça me fait tilt, en fait, sur plein de choses parce que je lui dis: «Bah, voilà, que mon père, il a toujours voulu avoir aussi un garçon. C'est vraiment son truc, il veut un garçon». Donc elle me dit: «Bah, voilà, qu'il y a de ça aussi. Peut-être que ça se trouve que, que ces douleurs sont peut-être aussi en lien avec, une certaine souffrance émotionnelle, qui peut-être ne m'appartient pas forcément, mais qui quelque part m'appartient parce que, par exemple, si, mes parents ou ma mère, ou l'un des 2 parents ne voulait pas avoir un deuxième enfant, du moins peut-être pas maintenant, si, bah, j'avais un parent en fait au final qui, aurait préféré avoir un garçon, surtout mon père, mais que finalement bon, bah, il a eu une fille donc déception et donc moi j'avais beaucoup cette, blessure aussi,
puis du rejet, blessure du rejet et d'abandon en moi que j'ai encore. Mais ça, j'en parlerai peut-être plus dans la troisième partie de l'épisode. Et du coup, elle me fait un petit peu le lien avec tout ça. Et franchement, ça me parle. Là, je sens qu'il y a un truc qui s'est passé. Et je me dis, bon, c'est pas anodin, quoi. Et en fait, ça chemine un petit peu dans ma tête, mais je laisse le truc passer. Elle me prescrit une petite pilule, donc je reprends cette pilule. Elle me dit, voilà, c'est vraiment micro-dosé, de pas m'inquiéter. Donc je crois que c'est une pilule en continu, je me rappelle plus le nom, Jasmine ou Jasminelle, je me rappelle plus. Et du coup, je prends ça, et bon, ouais, bon, je sens pas une grosse différence. Et puis je me dis, bon, bah je la reprends, j'avais un copain à l'époque, voilà, je me dis au moins, moi j'étais pas du tout dans ce truc, dans cette démarche de connexion à la sphère féminine, de connexion à la sphère gynécologique. Je savais même pas que voilà, il y avait qu'une seule fenêtre dans ton cycle menstruel où tu pouvais tomber enceinte. Enfin, c'était pour moi, voilà, je pensais pas à ça, comme beaucoup de jeunes filles au final. Tu penses pas à ta fertilité, à tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, même si tu as eu des cours d'SVT, t'es pas branché là-dessus, quoi, surtout à cet âge-là. Et donc je reprends un peu la pilule, même si j'étais jeune encore, j'avais que 22 ans, donc moi j'étais un peu, pour moi je suis toujours jeune, j'étais jeune dans ma tête, même si j'avais déjà une certaine maturité, parce que bah, j'ai vécu, j'ai quitté le foyer très tôt, et que bah, tu dois te débrouiller, mais voilà, on a différentes sphères de notre vie, où on a plus ou moins une maturité, une conscience, etc. Et donc moi, là, dans ce domaine-là, je l'avais pas forcément. Et, euh, et du coup, je reprends cette pilule, mais en fait, après, je l'arrête. Je l'arrête, je crois, je sais pas, 6 mois peut-être après. Je repars en fait une deuxième fois en Angleterre. Donc là, je fais le lien un peu aussi par rapport à ça, parce que c'est en 2016 que là, j'ai vraiment eu mon éveil spirituel, et que je me suis dit, écoute, si t'as mal, si ton corps a mal, il y a quelque chose qui se passe autre que physiquement, biologiquement, on va dire. Il y a un truc qui se passe, ok. Et en fait, j'ai commencé non seulement à m'intéresser au développement personnel, parce que pour moi, ce que je vivais, voilà, parce que quand je suis repartie en Angleterre, donc ça faisait déjà presque 4 ans hein, que j'étais séparée, mais que je n'arrivais pas à passer à autre chose. Ça avait été aussi très difficile pour moi. Donc c'était à l'époque, hein, quand je me suis séparée, donc c'était en 2012-2013. Hein, donc c'était à partir de là, quand j'ai commencé 2013 ouais, à travailler dans la station, la service, que c'est là aussi que j'ai commencé à avoir des douleurs. Donc non seulement dans cette période où j'ai commencé à avoir mes douleurs, donc j'avais une séparation d'une relation amoureuse très douloureuse, mes parents divorcés, il y avait aussi j'avais perdu beaucoup d'amis parce que j'avais été très déçue. Donc en fait, je me suis retrouvée très très seule, et j'avais une déception vraiment de ce que je vivais, des autres. Enfin voilà, j'étais dans une grande souffrance émotionnelle. Et c'est à partir de là aussi que mes douleurs se sont déclenchées. Donc pour moi, je me suis dit, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui n'est pas anodin, il y a un truc qui est pas normal, enfin il y a quelque chose. Et en fait, je commence beaucoup aussi à lire sur la symbolique du corps. Je vais voir aussi, je ne sais plus comment, je tombe sur une thérapeute qui s'appelle Chantal Feunier, il me semble. Je vous mettrai les coordonnées, elle était très bien, je fais à peu près 3 séances avec elle. Où du coup on va explorer, elle était spécialisée justement en décodage émotionnel, symbolique du corps, etc. Donc on commence un petit peu à travailler là-dessus, le lien avec la maman, le père, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre? Elle me fait de l'hypnose, où justement elle me fait une session où je vis un petit peu, j'ai des petites images comme ça de l'accouchement de ma maman, après en fait, comment elle se sentait, etc. Donc je ressens des choses un petit peu dans mon corps. On essaie d'avancer aussi dans le ventre au fil des mois. Voilà, même si moi c'était un peu difficile l'hypnose, parce que j'avais un mental qui était très fort, donc j'avais un petit peu du mal à déconnecter, mais j'ai quand même des petites choses, des images, des petits ressentis, voilà. Et donc je commence vraiment à continuer sur ce chemin. Donc il faut savoir qu'entre-temps j'ai arrêté hein, vraiment d'aller voir des médecins
on va dire, la médecine allopathique, même si je ne la rejette pas, attention. C'est juste que là, j'étais pas prête non plus à y retourner. Et du coup, je vais aussi, je vais voir, je crois qu'elle était une ostéopathe, heu, qui pareil avait cette sensibilité un petit peu sur, la symbolique du corps. J'avais lu le livre «Dis-moi où tu as mal» de, Michel Odoul et je commence un peu à voilà, à creuser sur différentes pistes. Et donc on travaille beaucoup sur le corps, donc ça me faisait du bien, ça me soulageait vraiment, hein, j'en reparlerai plus de l'ostéopathie dans la troisième partie, pardon. Voilà, je travaille avec différentes personnes. Un jour, je tombe aussi sur un remplaçant qui était un homme, donc il continue à aussi m'apporter un petit peu un éclairage peut-être sur ce que j'ai vécu, sur l'émotionnel, sur voilà. Et, et du coup, je continue vraiment ce travail-là. Et en fait, j'ai une vision qui commence à changer, en fait, par rapport, à la maladie. Mais je n'avais toujours pas en tête que c'était de l'endométriose, hein. Vraiment, donc ça, c'est vraiment le truc, à retenir. J'avais également d'autres mots qui, venaient. Donc c'est-à-dire que, j'ai fait aussi, une grosse, grosse crise d'eczéma. Donc ça, c'était bien avant que je retourne, sur, Bordeaux. J'espère que la chronologie, ça va, vous arrivez à suivre un petit peu? Ça arrive à suivre. Donc j'avais ça aussi, l'eczéma, donc je me dis: «Bon, bah, j'ai de l'eczéma», j'avais de l'eczéma, mais moi qui suis allergique à rien. Donc c'était pour te dire encore une fois, le corps qui, s'exprimait. J'avais fait de l'eczéma sur les jambes, devant de mes jambes, j'avais de l'eczéma tout autour de mes hanches. J'avais de l'eczéma qui remontait dans le bas de mon dos, mais c'était mais horrible à l'époque, vraiment enfin, tu peux demander à ma mère, à ma sœur quand j'étais horrible, horrible. Et donc j'avais de l'eczéma, j'avais aussi, des problèmes avec ma flore, vaginale, donc j'avais des déséquilibres de la flore. Et je me dis: «Pouah, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Je me dis, «Je comprends pas, mon corps il est vraiment en ébullition». Et je continue un petit peu à aller faire ce petit travail et je vais voir aussi, d'autres personnes, mais j'en parlerai un peu plus dans la troisième partie parce que sinon là ça va être très long, hein. Là je suis déjà, à peu près 45 minutes. Et du coup je vais te parler un peu plus de comment ça s'est déclenché un petit peu, quand j'ai eu mon diagnostic. Donc je continue toujours mes trucs. Je fais mon truc, je vis avec ma douleur, je vis avec mes souffrances, mais j'arrive. Des fois, j'avais quand même moins mal qu'au tout début. Des fois, j'ai pas trop mal. Des fois, ça va, mais puis des fois, j'avais cette fatigue, vraiment. Et mais on va dire que ça va, ok? Je survis plus que je ne vis. Et du coup, je pars ensuite, je fais ma formation, de coach sportif, de professeur de yoga, donc ça c'était en 2019-2020, et je pars m'installer à La Réunion en 2020. Donc en fait, la première année, euh, voilà, j'ai toujours les mêmes problèmes, et c'est vraiment un peu, ouais, mai 2012, donc même pas un an après, où je me dis: «Bon, bah, c'est bizarre, je sais plus, je sens à nouveau à l'aine droite que j'ai, vraiment comme une boule, en fait, qui revient». Et au début, je me dis: «Bon, je panique pas trop, voilà», parce que ça me faisait pas si mal que ça, en fait. Et je me dis: «Bon, c'est peut-être mon hernie, qui est revenue, tout simplement. Peut-être que j'ai une petite boule, peut-être que c'est un petit ganglion, enfin, je sais pas». Et je m'inquiète pas. Et en fait, je laisse traîner un peu le truc comme ça. Et puis je me dis, bon, quelques mois après, je me dis, bon, Jen, faut quand même peut-être aller consulter, juste histoire de vérifier si c'est pas l'hernie, quoi. Et donc je vais voir le médecin, et je dis, bon, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir une boule, il me faudrait une ordonnance pour aller faire une échographie. Et je vais faire l'échographie, et puis le médecin, il me dit, on dirait un nodule d'endométriose. Et moi, je lui dis, bah, je lui ai expliqué un peu mon parcours, quoi. Et je lui dis: «Bah, c'est bizarre, enfin moi on m'a jamais dit que j'avais de l'endométriose, vu que le médecin il m'avait dit, que j'avais pas d'endométriose». Donc moi en fait, pendant tout ce temps, j'avais laissé un petit peu ce truc de: «C'est de l'endométriose, c'est pas de l'endométriose». Enfin, moi quand à partir du moment où on m'a dit que c'est pas de l'endométriose, c'est sorti de ma tête. Donc j'ai laissé un peu le truc, j'ai dit: «Bon bah c'est pas ça, passe à autre chose. Cherche, une différente cause».
Et quand il m'a dit ça, j'étais un peu étonnée, mais je dis: «Allez Jen», j'étais pas paniquée. En fait, j'étais pas paniquée, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être pas ça, écoute, ou alors c'est ça, mais pour le moment, de toute façon, tu sais pas». Et donc je vais, faire d'autres examens. Je vais faire une IRM. Je fais 2 IRM. Donc une IRM, hem donc une IRM pelvienne et une autre IRM, je me rappelle plus, où là je dois faire aussi, l'injection d'un produit, dans le rectum, pour mieux voir en fait, voilà. Et donc lors de la première, on me dit le radiologue, donc il faut savoir qu'il faut un radiologue qui sache lire l'endométriose, hein. Si tu vas faire une IRM et que tu as un radiologue qui sait pas lire l'endométriose, lui il pourra pas te dire que c'est de l'endométriose, hein, donc ça c'est super important. Et il me dit: «Oui, effectivement, on dirait de l'endométriose». Donc je repasse quand même la deuxième IRM pour vérifier avec l'injection dans, le rectum. Et donc là, il me dit, d'un air un peu, un peu désolé, il me dit: «Bah oui, il y a de l'endométriose et il y en a, il y a de l'endométriose profonde». Donc le nodule, c'est vraiment un nodule d'endométriose. Il est pas petit, il fait presque 4 centimètres de diamètre. Heu, il est mal placé, donc va falloir, l'enlever. Et en plus, j'ai de l'endométriose aussi, donc endométriose profonde, hein, dans le rectum. J'ai un autre petit nodule ailleurs, dans le ligament utérosacré à peu près de 2 centimètres, du ligament utérosacré gauche. Hem J'en ai un peu partout, voilà. Et puis, j'ai des douleurs, neuropathiques, voilà. En fait, c'était aussi ça, donc qui me faisait énormément souffrir, hein, parce que moi, j'avais pas forcément mal, comme je disais pendant mes règles, j'avais un peu mal au ventre, mais moi, c'était surtout l'après. Ça a été souvent l'après. Après mes règles, au moment de l'ovulation ou même un petit peu après. Et en fait, j'avais vraiment ces douleurs, au fur et à mesure qui venaient, neuropathiques, où, j'avais vraiment ces sensations de décharge, de coups de poignard, de brûlure, de tiraillement, enfin vraiment, mais des trucs, ça m'empêchait de dormir. Des fois, ça me réveillait la nuit tellement j'arrivais pas à dormir. J'avais rien qui me soulageait, les anti-inflammatoires, ça ne me soulageait pas. Même une fois, on m'avait prescrit de la codéine, en fait, ça me rendait plus malade parce que j'étais dans un état complètement léthargique. Moi, ça me donnait de la nausée, mais ça ne me faisait rien sur mes douleurs, donc ça, j'avais vite arrêté. Et moi, ce qui me faisait énormément mal, vraiment, c'était ces douleurs neuropathiques, quoi. J'avais rien qui me soulageait la nuit et je me réveillais parce que tellement j'avais mal. Donc en fait, tu rentres vraiment dans un état de fatigue aussi chronique. Et donc quand il me dit ça, je suis un peu, je suis décomposée en fait. Il me dit ça, je suis décomposée, je reprends ma voiture, je pleure dans la voiture. Et je me dis: «Bah, c'est pas possible». Et en fait, j'étais entre le fait d'être soulagée quelque part parce que tu sais enfin ce que tu as sur la maladie, mais en même temps j'étais mal, j'étais mal. Et heu et je retrouve mon partenaire. Et en fait, je m'effondre dans ses bras en lui disant: «Bah, j'ai de l'endométriose». Et je m'effondre complètement, complètement. Je je comprends pas. Et il m'a fallu du temps. Et en fait, je me suis dit, tout ce que j'ai fait jusque-là, j'avais l'impression de n'avoir rien fait, qui m'avait aidée. J'ai l'impression là, en fait, qu'on me rajoute encore un énorme poids, alors qu'en fait, ce qui allait m'aider, c'était déjà de savoir ce que j'avais. Donc il me faut quand même un petit temps. Parce que moi, j'avais fait ce deuil un peu. J'avais fait ce deuil de bon, c'est pas de l'endométriose en fait, tout simplement. Donc j'ai fait ce deuil et j'étais passée à autre chose. Sauf que là, en fait, on me ramène le truc à la gueule, en fait, en plein dans ma face, en me disant: «Bah si, ma cocotte, t'as de l'endométriose». Et voilà, donc j'ai eu un petit temps quand même, je suis passée vraiment dans une phase très noire aussi, hein. En plus, j'avais chopé le Covid, donc j'avais le diagnostic, d'endo, j'avais chopé le Covid, alors que ça faisait 2 ans et plus de 2 ans et demi que j'avais pas le Covid. Moi, j'étais là: «What? C'est la meuf, c'est une légende, elle a pas le Covid». Et en fait, je chope le Covid, quoi. Et en fait, mais j'étais là, mais j'avais d'autres problèmes, plus personnels, problèmes vraiment, enfin, il y avait d'autres problèmes, plus financiers du coup, parce que je pouvais pas bosser. Et donc je me dis: «Mais c'est quoi cette période hyper dark où je suis vraiment une nuit noire de l'âme dégueulasse où, je sombre?» heu et je me dis: «Waouh, mais je vais pas m'en sortir, quoi». Donc forcément, dans les ténèbres, au bout d'un moment, il y a de la lumière. Je ressors un petit peu par là et je me dis: «Bah, Jen, maintenant, tu vas pouvoir être actrice de la maladie. Tu vas pouvoir
déjà connaître la maladie, te renseigner, savoir qu'est-ce que c'est que cette merde, et puis tu vas ensuite pouvoir avoir les armes pour te battre. Et c'est pas elle qui va gagner, c'est pas elle qui va gagner. Et j'ai vraiment fait ce pacte avec moi-même, entre guillemets, de me dire que je ferais tout mon possible, en fait, pour guérir, pour vraiment, ouais, guérir, en fait, me comprendre un peu plus loin, comprendre pourquoi j'ai ça. Pour moi, il y a une raison de pourquoi tu es malade. Tout le monde vient normalement en bonne santé. Il y a un truc qui fait, alors il y en a qui vont me dire oui, mais les enfants qui tombent malades, ok. Là, je parle pas de ça. Je te parle en tant que vraiment qu'adulte, voilà. Euh, quand surtout à la base, quand t'es petit, t'as pas de problème de santé et que là t'as des problèmes de santé, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que voilà et qui a déclenché, on va dire, la maladie et les problèmes, ok, physiques, mais aussi je parle de psycho-émotionnel, hein. La dépression, non, c'est la même chose, c'est pas anodin non plus, donc il y a vraiment un appel, un cri, je dirais même un cri vraiment de l'âme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà un petit peu par rapport à ça. Je vais pas aller plus loin parce que en fait je me rends compte que je parle beaucoup 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 et que cet épisode va être trop long et on est déjà à un peu plus de 55 minutes à peu près. Donc on va réaborder un petit peu hein, ma vision en tout cas de la maladie, la vision de ce qu'elle t'amène et ce que j'ai mis aussi en place. Et je reparlerai un petit peu de ce que j'avais fait aussi un petit peu avant dans les pratiques qui m'ont aidée, qui m'ont soulagée. Voilà, bon, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a pu t'éclairer. Encore une fois, on a tous une expérience différente. Donc n'hésite pas aussi à me partager ton histoire. Si tu as de l'endométriose, tu peux directement me contacter via les réseaux sociaux, hein. Tu as le descriptif dans les notes de l'épisode. Tu peux également m'envoyer un email. Tu retrouveras aussi mon mail dans les descriptifs de l'épisode. Je serais ravie aussi d'entendre ton histoire, d'entendre ton parcours. Voilà, je t'embrasse, prends soin de toi et on se retrouve pour la 3e partie.